Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite interview, je rappelle le concept, la série c'est le portefeuille 2 et on invite un investisseur du monde de la crypto-monnaie ou autre part qui va nous parler de son portefeuille, sa stratégie et comment il voit globalement ses investissements. L'objectif c'est que vous puissiez prendre un petit bout du portefeuille ou de la stratégie de chaque invité afin que vous puissiez construire votre propre stratégie. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Huguet, cofondateur du Journal du Coin. Il a découvert Bitcoin et les crypto-monnaies en 2012. Il a traversé les bear markets, les bull markets au fur et à mesure du temps. Il a fait un certain nombre d'erreurs qu'il va aussi nous partager, notamment l'ICO d'Ethereum où il a perdu ses clés privées. Ça lui a fait perdre beaucoup d'argent. Voilà, il va un peu nous partager tout ça, ses stratégies d'investissement actuellement et les cryptos à peu près qu'il regarde en ce moment et sur lesquels il continue à investir. Sur ce donc, trêve de mondanité, je vous invite à liker, vous abonner, commenter, le tout pour l'algorithme, c'est cadeau. C'est parti. Merci Benoît d'être venu sur la chaîne. C'est un réel plaisir de t'inviter après tous les membres du JDC, tu vois, c'était le dernier de ma petite collection. Pour qui vient ici partager ses petits secrets. Et donc la première question, la question basique, on va dire, c'est présente-toi rapidement et dis-nous comment t'es rentré dans ce monde des crypto-monnaies. Ben, merci Benjamin pour l'invitation. Donc moi, ma caractéristique, c'est je m'appelle Benoît Huguet, je suis cofondateur du JDC, de BitConseil. J'ai été membre du Cercle du Coin, mais moi, ma caractéristique, c'est que je fais partie des vétérans des crypto-monnaies, donc j'ai connu les hauts, les Yes. bas. Alors bon, il y a plus de dinosaures que moi. Hein. Tu avais accueilli Emilien, qui est encore entré encore avant. Donc lui, c'est vraiment, il connaît la préhistoire des crypto-monnaies. Moi, je connais le début de l'histoire à peu près. Et donc, je suis entré dans les cryptos il y a une dizaine d'années hein, maintenant, en 2012, alors que j'étais en Argentine et pour des raisons bassement spéculatives. Hein, mais je crois que ça, c'est le point d'entrée de beaucoup de gens. C'est-à-dire que j'ai cette phrase, on ne vient pas à la vertu en droite ligne. C'est-à-dire que moi, ça m'a pris du temps d'être vertueux. Je ne sais pas si j'y arrive encore. Et donc, c'était un petit investissement. Hein. J'étais étudiant. Donc, si j'avais su, évidemment, j'aurais investi plus. J'aurais pas revendu aussi parce qu'il y a les faits d'armes. Il y a la gloire, c'est d'en acheter. Finalement, l'erreur, c'est d'en vendre, d'en perdre, d'en s'en faire voler. Enfin, bon, voilà, moi je suis expert, tu sais, en ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout. Ce qu'il faut faire, je ne sais pas malheureusement. Donc tu vas me demander qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait acheter, mais ça, j'en ai pas Ah la bah, BD. Par contre, je peux te dire avec certitude ce qu'il ne faut pas faire. ah Et bah du donc moi coup, j'ai découvert. justement, ce qu'il faut pas faire. Dis-nous un peu ce que t'as fait qu'il fallait pas faire au début. Eh bien, alors la première erreur, ça c'est un grand discours de Bobby Lee qui avait fait ça, je crois, dans une conférence Bitcoin de 2017 où il scandait la foule. Sa courbe de poids suivait celle du Bitcoin qui montait à vive allure. Donc il y a un Bobby Lee énorme, c'est-à-dire qui scande la foule et il dit quelle est la première erreur dans les cryptos? La première erreur, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas en acheter. Ça, c'est vrai que c'est terrible et Jusqu'ici, on est d'accord. je recommande à personne de rester spectateur. C'est quand même vachement énervant. Tu es à une fête, je veux dire, et toi, tu rentres pas. C'est quand même pas cool. Donc, ça, c'est la première erreur, c'est de ne pas en acheter. Et parce que quand les gens vous disent, tu vois, c'est autant un conseil financier de dire aux gens d'en acheter que de dire aux gens de ne pas en acheter. Tu vois, souvent, les économistes, ils sont là, ils se prêtent d'un grand sérieux, ils disent, ouh là là, c'est dangereux, c'est vraiment, faites attention. Je veux dire, moi, je recommande, n'en achetez pas, tu vois. N'en achetez pas, c'est quand même un conseil de merde. Donc, donc jamais, jamais je recommanderais aux gens de ne pas en acheter. Je veux dire, après, c'est la proportion, tu vois. Chacun est maître de son destin, donc bon, faites ce qui vous plaira. Mais voilà, ça c'était le premier conseil, c'est de ne pas en acheter. La seconde erreur, quelle est-elle? C'est de ne pas en acheter assez. Allez, Voilà, ça. Et donc, oui. Bon, c'est là. Alors moi, là, j'ai pas fait la première, mais j'ai fait la seconde, évidemment. Mais bon, ça venait de mes moyens. Tu vois, donc, c'est sûr que relativement, ça dépend du capital qu'on a. Quand on n'en a pas beaucoup, mais on peut pas en acheter beaucoup. C'est comme ça. Hein. Après, vous pouvez toujours travailler, vous impliquer. Il y a plein de façons de gagner des crypto-monnaies. Il n'y a pas que l'achat. Même si c'est finalement la version la plus simple, mais dans les trois façons d'acquérir, je mets sur le côté le vol, je veux dire, qui est exclu et qu'on ne peut pas préconiser, mais dans les trois, ben, en fait, tu as participé au réseau, donc ça peut être miné, ce que j'ai essayé de faire, et en fait, ça a été, dans mon cas, peu satisfaisant, mais si ce n'est pour la connaissance, tu vois, mais en termes de coût et de temps investi, c'était pas rentable, mais pour les geeks, même à ça peut l'époque plaire. en Donc, 2012.
Alors, j'ai pas miné en 2012, malheureusement. J'ai miné en 2014-2015 avec du GPU. J'ai mis des tas de shitcoins hein, jusqu'à ce que Ethereum arrive. Et c'était cool, les radiateurs habillés. Hein. C'est des radiateurs qui font de la chaleur, du bruit et de l'argent. Alors, en fait, ça s'approche plus d'un aspirateur. Enfin, à cette époque, en tout cas, ça faisait du bruit qui te génère quelques poussières d'argent. Mais tu vois, Mm. finalement, l'investissement que j'avais fait dans le matériel de mining, je l'aurais fait directement dans des cryptos, ça aurait été beaucoup plus rentable. Mais bon, Ok. après, ça m'a quand même appris des trucs. Tu vois. Et donc, tu peux participer au réseau miné ou tu peux offrir des biens et des services. C'est-à-dire que les commerçants, ou tu vois, accepter les crypto-monnaies en échange de ton temps et de ton travail. Donc, ça, c'est une façon qui est ouverte à tous les commerçants, par exemple, et ça te permet d'acquérir des premières crypto-monnaies et tu les achètes par ton temps et ton travail. Donc, voilà. Ça, c'était acheter. Donc, première erreur, ne pas en acheter. Deuxième erreur, ne pas en acheter assez. Troisième erreur, évidemment, que j'ai faite, en vendre trop tôt. C'est-à-dire que c'est vendre trop Ah, tôt et ça, vendre ouais, ouais. trop. Et voilà. Et, parce que, donc ça, évidemment, je l'ai fait aussi. Pourtant, il faut savoir prendre des profits. Et je ne me souviens plus quelles étaient les autres erreurs, mais voilà, c'était un petit discours. Déjà, on en a trois des belles. Là-dessus, c'est assez intéressant parce que toi, comme tu es vraiment un OG de l'écosystème, tu vois, ça fait longtemps que tu es là, tu as pu tester différentes stratégies, tu vois. Tu as pu tester le mining, le farming, tu as pu voir un peu tester plein de trucs au moment où tout le monde le faisait ou tu vois, au moment où c'était un peu plus à la mode. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, je regarde un peu le mining, enfin, c'est mort, quoi. C'est super compliqué et il faut acheter pas mal de matos, etc. Enfin, sur Bitcoin, en tout cas, bon, c'est impossible. Et sur Ethereum, ça va bientôt plus l'être. Donc Après là-dessus, dans le mining, il y a deux qualités du mining que tu ne retrouveras pas dans le trading et l'investissement. C'est déjà, il y a une qualité éthique. C'est-à-dire que si tu veux participer au réseau, c'est-à-dire que tu veux faire un investissement éthique dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire que mmh, tu veux à la fois mettre de l'argent, en recevoir et participer à cette grande aventure, bah, tu es quand même, je veux dire, plus actif en faisant du mining qu'en faisant du buy and hodl. Donc, il y a ce petit côté, donc le côté éthique, le côté apprentissage, c'est-à-dire que tu mets un peu les mains dans le cambouis. Donc, tu vas t'intéresser en fait à comment sont produits les blocs, les fonctions de hash, enfin quelques subtilités que tu vas dans le fonctionnement intrinsèque des crypto-monnaies que tu vas pas trouver forcément dans le trading. Dans le trading, tu vas utiliser des charts, des indicateurs, tu vas apprendre d'autres choses, tu vois. Mais donc, pour la connaissance, ça c'est souvent hein, le refuge des investissements merdiques, c'est je suis dedans pour la tech, tu vois. Donc, bon, mais voilà, mais il y a ça, il y a le porté éthique. Et ensuite, il y a une résistance assez étonnante au bear market parce que finalement, ton matériel dans lequel tu investis a une certaine valeur intrinsèque. mmh, C'est-à-dire que donc tu as un marché secondaire sur lequel tu peux le revendre. Et quand le marché des crypto-monnaies se casse la gueule de 80 ou 90% en bear market, donc les mineurs vont souffrir, mais les mineurs, on va dire, industriels vont souffrir beaucoup, mais les mineurs artisanaux vont souffrir finalement moins parce que de toute façon, voilà, ils vont produire un petit peu moins, leur rendement va produire moins, mais leur matériel, leur stock qu'ils ont acquis ne va pas perdre tant de valeur que ça. Et en fait, voilà, c'est différent. Et c'est une façon de faire du DCA finalement. C'est-à-dire que c'est une autre façon d'acheter de façon progressive. Tu peux accumuler des cryptos dans le temps grâce au mining. Donc voilà. Bon, moi, après, au bout d'un moment, ça m'a vite saoulé. Hein. Je veux dire, soyons honnêtes. Hein, et du mais coup, écoute, après le mining, j'admire beaucoup ceux qui font ce choix. Voilà. C'est pas celui que j'ai fait moi, mais je suis très admiratif de ceux qui le font. Donc, il faut les encourager. S'il y en a d'autres qui veulent rejoindre l'aventure, c'est cool. Voilà. Par contre, c'est pas un parcours simple. yes, yes, bah, moi, de ce que je vois, en fait, c'est limite un enfin, c'est un vrai métier, quoi. Enfin, il faut bien apprendre, il Mm faut -hmm. ça t'apprend pas mal de choses et du coup, après le mining, sur quoi tu t'es positionné en termes de stratégie? Est-ce que, donc tu en as parlé, tu as parlé un peu de trading, un peu d'investissement, sur quel côté de la barrière tu te plaçais, et comment tu voyais tout ça au fur et à mesure des années, 2014-2015-2017, hein, aussi, la fameuse, et dis-nous un peu, explique-nous un peu tes petits secrets là-dessus. Ouais, ben mon apprentissage, hein, finalement, c'est la patience et la rigueur. Hein. Donc, Ouais, il paraît la discipline mène à la liberté, il paraît. Donc, écoute, je suis sûr que dans l'investissement, c'est vrai. Et donc, la stratégie, finalement,
je vais être terriblement ennuyeux, j'en suis désolé, hein, il faudra me pardonner, mais c'est le buy and hodl. Buy and hodl, franchement, c'est une puissance dans la crypto-monnaie qui est absolument remarquable. Dans les erreurs, ben, il faut apprendre à sécuriser ses cryptos. J'en ai perdu sur les exchanges, j'ai perdu des mots de passe, j'ai fait que des conneries, ce qui fait que je suis très très loin de là où je pourrais être. En fait, quand je regarde en arrière, c'est ça, mes erreurs m'ont coûté des fortunes, franchement. Mmh. Mais voilà, en fait, c'est une des caractéristiques. Hein, en fait, moi, je suis retail, c'est-à-dire que voilà, je comprends plus les petites gens parce que moi, c'est ma problématique. En fait, hein, c'était pas des sommes importantes, voilà. Et en fait, ce que je remarque souvent, et donc j'ai commencé sans aucune connaissance, et on apprend à la dure, tu vois. Et souvent, on réfléchit à un an. Moi, j'ai remarqué les investisseurs, tu vois, ils se disent, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je réfléchissais à un an. Et évidemment, j'étais comme tout le monde. Alors, j'étais pas gourmand à l'époque. Hein, c'est-à-dire que maintenant, on m'a déjà dit, moi, tu sais, Benoît, je viens pas pour un x2 sur les cryptos. Les mecs, je veux dire, 100% non, c'est une belle performance d'investissement normalement dans le monde normal. Mais non, non, clairement, les gens, ils viennent pour du x10, pour du En x100, en 40 ans, gros. tu deviens Et milliardaire, hein, si tu fais ça tous les ans. voilà, c'est la puissance 2. C'est ouais, et écoute, et donc ils viennent avec des projections qui sont absolument insensées. Moi, je venais juste pour un x2. Ouais. Et je sais plus où c'est que je voulais en venir, mais c'était dans la stratégie de Bayano. Voilà, si, et que le retail, en fait, il pense à un an. Et alors que si tu regardes ce que font les grands investisseurs, tu vois les milliardaires, Elon Musk ou Buffett, ou etc., ils pensent à 10 ans. Mmh. Et donc, je suis sûr que quand tu fais du buy and hodl sur les top cryptos, ta perspective, en fait, de ton upside sur une période d'un an est faible. C'est vrai. C'est-à-dire que, je veux dire, si tu fais du x2, du x3, du x5, allez, on va dire, tu as la chance de vivre un bon bull market et une bulle gigantesque avant un grand crash, tu vas peut-être aller chercher du x10, tu vois. Je veux dire, donc, et ça fait pas vibrer les gens. C'est-à-dire que eux, ils sont venus chercher le x10 minimum et le x100. Et c'est pour ça qu'ils vont dans la vase et qu'ils vont dans les shitcoins, ce que je comprends, tu vois. Si ta période, le problème, c'est que, en fait, si tu prenais une période de temps, je veux dire, beaucoup plus grande, par exemple 10 ans, mais 10 ans, franchement, tu sais pas ce qu'il peut faire Bitcoin ou même Ether, tu vois. Ethereum, en 10 ans, je t'assure que si, en fait, il y a le merge qui se passe bien, il y a le proof of Mmh. stake, il y a je veux dire, les layer 2, les roll-up, tout ce que tu veux, s'ils arrivent à mettre la roadmap d'Ether sur 10 ans, c'est monstrueux. C'est-à-dire que ça peut vraiment devenir l'ordinateur universel et remplacer la finance radie. Et là, dans ce cas-là, tu as un upside de malade. Tu vois. Et en fait, mais comme disait Warren Buffett, les gens ne veulent pas devenir riches lentement. Ils veulent devenir. Et du coup, ils font tout. Parce que je veux dire, à pas être patient, et moi, c'est la première chose que j'ai faite, à pas être patient, en fait, tu fais des conneries. C'est-à-dire que tu vas aller acheter des coins qui ont zéro avenir, tu vas être un peu trop greedy, c'est-à-dire que tu vas être un peu trop cupide. Et Mmh. au lieu de faire un move safe, alors il n'y a pas de move safe dans les cryptos, malheureusement, mais qui consiste, par exemple, à acheter de l'Ether, tu vois, c'est pas safe, hein, attention, je me permets de le dire, mais pour moi, c'est un très bon risk-reward. C'est-à-dire que c'est juste que c'est lent, mais à mon avis, c'est Lent, efficace. lent, quand tu regardes quand même, il y a 2 ans, l'Ether, il était à 250 $, tu vois? Donc Et ouais, pas si ouais, long que ça. Pas si long que ça, enfin, c'est quand pas tu le mets par silence, et on rapport à est loin des la 10 finance ans, on est loin classique. dans 10 ans. Donc, je veux dire, quand tu fais, je veux dire, un investissement normalement immobilier, quelle est ta perspective de temps? Quand tu fais un investissement dans la bourse, pareil. Donc, alors évidemment, il y a toujours les nerveux qui font du day trading, ce genre de trucs, tu vois, qui prennent le levier, bon, ben, ils prennent bien leur face, hein, c'est-à-dire, mais en général, c'est plusieurs années quand même. Et donc, dans les cryptos, c'est pareil. En réalité, pour moi, il faut au moins avoir une partie de son portfolio qui est placé sur des actifs à 10 ans. Et moi, mon pari, ce que je recommande toujours aux gens, je dis, écoute, je veux dire, avec 50% de ton folio, je veux dire, essaye d'accumuler du Bitcoin et de l'Ether, et avec les autres 50%, fais ce que tu veux. Je veux dire, trading, NFT, c'est quartier libre, tu vois. Et Mmh. on se donne rendez-vous, il y a la partie 50%, tu vois, tu touches pas, et avec l'autre partie, et tu compares dans 5-10 ans, moi, je prends le pari que dans l'immense majorité des cas, je veux dire, c'est la partie long terme qui sera la plus performante parce que. Mais bon, après, la partie court terme, elle sert à faire des bêtises, et les bêtises, c'est ce qui te donne de l'expérience, si tu les Un reproduis pas. justement, parlons un peu de bêtises. Parlons un peu de bêtises. J'ai entendu lire sur une autre interview que tu étais ICO maximaliste. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'un point de vue rendement que ça t'a donné, tu vois, dans ta carrière d'investisseur ou d'un point de vue,
éthique. Pourquoi tu dis: «Je suis SEO maximaliste»? C'est la première fois, pardon, que j'entends ça, donc c'est assez original et je voulais que tu expliques un peu ce terme-là. Oui, alors absolument, je suis, je suis tout à fait haïtien maximaliste, hein. C'est-à-dire que je suis très attaché à faire ce que je veux avec mon capital. Et donc, il y a deux raisons pour lesquelles, principales, je suis haïtien maximaliste. C'est bah, évidemment pour les rendements, c'est-à-dire que l'ICO, c'est quand tu participes à des ICO, c'est là où tu as le plus de risques. Donc, mais c'est là aussi que tu as le plus de rendement si jamais ça marche. Et ça s'est avéré exact. C'est-à-dire que si tu participais à l'ICO d'Ethereum, tu faisais fortune. Tu vois ce que je veux dire. Ce que Clairement. j'ai fait, mais j'ai perdu mes clés privées. Donc, donc ça n'a pas marché. Ça, c'est ma plus grosse erreur. Et les ICO, il y en a eu plein. Je veux dire, et alors il y en a plein qui ont eu un résultat catastrophique, mais il y en a plein qui ont eu un très gros résultat. Donc, si tu cherches le risk-reward dans l'ICO, c'est comme de l'investissement, un seed. C'est-à-dire que ce que font tous les gens fortunés, ils investissent souvent dans des entreprises en early stage, c'est-à-dire à leur lancement. Et voilà, et sur 10 startups que tu finances, bah, il y en a 7 qui vont se casser la gueule, 2 qui vont être, je veux dire, break-even, et il y en a une qui va exploser, qui va te rembourser tout le reste et même te faire des gains de profit. Voilà. Ça, c'est l'équivalent dans les cryptos du venture capitalisme. Et alors en plus, il y a un côté effectivement éthique dans le sens où tu finances finalement des idées. Et si jamais tu finances les bonnes idées, c'est-à-dire que ben, non seulement le marché va se retrouver avec de nouvelles techno prometteuses, c'est typiquement le cas d'Ethereum. Ethereum n'aurait jamais été possible sans les ICO, c'est-à-dire que sans, il serait allé voir un banquier, Vitalik, je dirais ses copains, parce qu'il y en avait plusieurs, ils étaient tous bizarres. Je veux dire, le Mmh. banquier leur aurait ri à la gueule, tu vois. Il serait allé voir des ventures capitalistes, même les ventures, ils n'étaient pas assez fous, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que là, il n'y avait plus personne, il y avait juste que la sagesse de la foule, la foule qui est tout sauf sage, et qui a quand même permis à Ethereum de lever 18 millions pour créer un réseau qui maintenant, je veux dire, a innové dans la finance décentralisée, les smart contracts, les ICO, enfin, je veux dire, À qui a créer l'écosystème montré, d'aujourd'hui, quoi. voilà, qui a créé l'écosystème d'aujourd'hui. Ça, c'est grâce aux ICO, c'est grâce justement au financement participatif en crypto. Et donc, moi, il y a l'aspect, en fait, effectivement, financier, investissement, où je pense que tu vois, tu as des opportunités incroyables et des patates. Hein. Je veux dire, tu as un champ de mine, hein. C'est un champ de mine avec, tu as des lingots et des mines. Et tu sais pas trop quand tu creuses sur quoi tu vas tomber, mais tu peux te faire sauter la figure ou tomber sur un lingot. Ça, tu sais pas. Et l'autre côté que j'aime bien, c'est que pour moi, ça fait partie de la philosophie des cryptos. C'est-à-dire que, en fait, les crypto-monnaies, pour moi, c'est un peu comme Internet. Internet, ça a permis à n'importe qui d'écrire sur n'importe quel sujet qui va être lu par n'importe qui. Donc, tu Mmh. peux te dire que ça va être une catastrophe. Tu vas être une catastrophe, pourquoi? Parce que les gens vont dire n'importe quoi, ils vont raconter des tas de mensonges, n'importe qui va pouvoir le lire. Donc, non seulement ça va être n'importe quoi, en plus c'est dangereux, etc. Et non, les enfants. Ça, c'est la liberté d'expression. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas créer le plus grand marché de l'information et de la connaissance. Et bien, les crypto-monnaies et les ICO, c'est pareil. C'est en fait, tu vas permettre à n'importe quel entrepreneur de financer n'importe quelle idée auprès de n'importe qui. Et donc, évidemment, tu as tout un tas de puritains qui vont t'ennuyer et qui vont dire les mecs, c'est n'importe quoi. Et mais non, c'est ça. Ça, c'est de la liberté économique, en fait, et c'est ce qui va permettre aux plus grandes idées d'émerger. Et si tu n'avais pas permis de les financer comme ça, eh bien, elles ne seraient jamais nées et il n'y aurait jamais eu cette innovation, cette croissance. Et donc, moi, Mmh. je suis philosophiquement parlant, je suis super ouvert, en fait, à la création de coins, aux ICO et à cet investissement libre, parce que c'est simplement par la liberté d'investir, avec des gains et des pertes, que tu vas pouvoir financer les meilleures idées. Et sinon, elles n'auraient jamais pu naître. Et donc, pour moi, ça va créer en fait énormément de valeur, avec énormément de casse, ce qui est le prix à payer en fait. Mais pour moi, le bilan est positif, à l'image de l'information sur Internet, qui est un grand foutoir, mais qui permet à ce genre de podcast d'exister. Tu vois, et Il fait c'est partie du pareil avec futur aussi, allez. c'est pareil avec les ICO. OK, Et donc, je OK, suis pour. je Et surtout, je veux dire, je vois pas au nom de quoi. En fait, j'ai cette expression maintenant qui m'est propre, c'est mon cul et mon argent. C'est-à-dire que j'en fais ce que je veux, quand même, messieurs, mesdemoiselles. Je veux dire, ça m'appartient. Et donc, je vois pas pourquoi. Alors, je suis très serré avec l'un et beaucoup plus ouvert avec l'autre. Mais je veux dire, voilà, je fais quand même. Si tu peux pas disposer librement de ton argent, tu es l'esclave de quelqu'un d'autre, tu vois. mmh. Donc, je Bah, suis clairement, là-dessus au c'est maximaliste. la philosophie des cryptos à la base, hein, en tant que OG de l'écosystème, forcément tu y adhères et même la majorité des gens de l'écosystème devraient y adhérer, à mon sens, puisque c'est quand même, la philosophie. Maintenant, du coup, l'ICO, en fait, c'est une stratégie, comme une autre. Est-ce que
toi, en termes de stratégie d'achat et de vente, tu as quelque chose de particulier? Est-ce que bon, c'est du DCA ou peut-être du lump sum? Je sais pas si tu vois ce que c'est, lump sum, Non, mais pas du tout. globalement c'est en Je fait, vois pas c'est ce que l'inverse du c'est. DCA, donc c'est, acheter tout d'un coup ou peut-être acheter, par Ah! exemple, tu as 100 €, tu mets 50 € et le reste tu le DCA, donc tu achètes petit à petit, tous les mois. Est-ce que tu as une stratégie particulière? Puisque forcément, pas acheter de crypto au début, ça a dû te pas acheter assez de crypto au tout début quand le Mmh. bitcoin était vraiment bas, ça a dû un peu te faire penser dans ta tête «Bon, plus jamais je DCA et j'achète tout dès que je peux, j'accumule le plus possible, le plus rapidement possible». Alors moi, j'avais pas beaucoup de moyens effectivement et donc j'ai eu plusieurs points d'entrée. Hem, là je rentre plus, hein, c'est-à-dire que je cherche pas à renforcer mes positions, mais ça serait une bonne chose à faire. Et les ICO ont répondu à ce problème du point d'entrée, c'est-à-dire que le trading, je suppose que ça doit répondre à la question quand acheter et quand vendre. C'est-à-dire que, et c'est vrai que à la question quand, je j'ai jamais la réponse, hein. Moi, je me Mmh. concentre sur la question quoi acheter. Tu vois, qu'est-ce que j'achète et qu'est-ce que je vends? Je sais pas répondre à la question quand, qui est effectivement difficile. Et les ICO, en fait, finalement, quand est-ce que tu achètes? Mais si tu achètes à l'ICO ou maintenant, alors maintenant, il y a la grande invention, des pré-ICO, des seeds, je veux dire, ça se passe plus comme avant, tu vois, je veux dire, avec notamment l'ICO d'Ethereum ou d'autres, ou ce qu'on appelle les fair launch, où tu vois, tout le monde peut participer au même prix. Maintenant, il y a l'état de road, etc. Mais normalement, quand tu investis dans une ronde d'ICO, s'il n'y a pas eu des pré-ICO, des choses avant, tu es sûr quand même d'avoir un bon prix. C'est-à-dire que, après, si tu as répondu correctement à la question quoi acheter. C'est-à-dire que Voilà. si tu as acheté quoi et que tu participes à l'ICO, normalement, le camp est bon. Tu vois. Et donc ensuite, il reste la question de quand vendre. Et donc, ce que je faisais à un moment donné, et qui est pas forcément la stratégie ultime, mais qui est pas mal, c'est que je vendais à la release. C'est-à-dire que donc ça sort, tu participes à la ICO, ça sort, tu vends, et tu essayes de faire tourner le capital le plus possible. Alors effectivement, de temps en temps, tu vois, tu vends, et derrière, ça va faire x2, x5, x10, x100, tu vois. Mais en fait, si tu fais tourner ton capital rapidement, tu t'en moques parce que je veux dire finalement si tu doubles tous les mois par exemple, ce qui est énorme, hein, et ce qui est difficile à faire, hein, mais tu vas peut-être avoir une performance meilleure que justement si tu avais fait du buy and hold. Donc il y avait une stratégie qui était frénésie des ICO, c'est-à-dire faire tourner ton capital le plus possible en entrant à l'ICO et en vendant systématiquement à la release. Et bien souvent quand j'ai pas vendu à la release, ça s'est fini en drame. Voilà, et quand tu vends, tu te dis, bon, tu vois, les pumps, ça peut être une stratégie, tu vois. Sur En tout les cas, c'est une ICO. stratégie que j'ai Du coup, pratiquée, ouais, ouais. sur les Ether et cetera, tu pas de Ah, sur Ether, si, 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 si. Et ensuite, mais non, mais moi, un bag long terme, bien sûr, buy and hodl et voilà, buy and hodl Inch'Allah, d'un tu coup. vois. Et ensuite, en fait, et là, ce qui n'existait pas quand j'ai commencé, qui est quand même formidable maintenant, c'est que les crypto-monnaies produisent du rendement, ce qui n'existait pas. Et Mmh. donc, du coup, le buy and hodl est devenu même moins, en fait, avec ton stock long terme, tu vas t'amuser à regarder comment tu peux le placer au mieux, lui faire produire des intérêts. Je veux dire, là, il va y avoir quoi, les airdrops, tu vois, donc tu peux chasser les airdrops, tu peux faire tout un tas de stratégies qui sont rigolotes avec des coins que finalement tu gardes. Le risque étant les rug pools, je veux dire Les les hacks. hacks, voilà, parce que disons que le buy and hodl sec, c'est-à-dire que sur un hardware wallet ou quelque chose, c'est celui qui implique le moins de risque de perte si tu fais les choses correctement. Mais, euh, mais bon, tu C'est moins renonces, rigolo tu aussi. renonces. Voilà, tu Voilà. renonces à ce qui fait le charme de la chasse, des airdrops, des rendements, le Ponzi farming, le farming. Il y a plus, parce que dans le farming, il y a plusieurs écoles, hein, tu vois. Il y a le farming shitty, il y a le farming plutôt sûr. Voilà, Ouais, bah, c'est ce justement, qui fait, toi, au c'est ce début qui de fait le l'année sel des cryptos. enfin, au début de l'année, non, maintenant, au début de l'année dernière, donc au début 2021, tu étais un des grands défenseurs, en tout cas sur la sphère francophone, de la fameuse, Binance Smart Chain, donc la blockchain de Binance. Je suis assez curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de cette Binance Smart Chain et si selon toi, elle est toujours pertinente, par rapport au monde des cryptos, actuellement qu'on connaît avec tous les layers 2 qui sortent, les layers 1 qui sont bons et qui ont, beaucoup de traction. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, C'est bon? non, moi, tu sais, ouais, ouais, j'ai pour particularité d'assumer mes déviances. Donc,
la BSC en fait partie. Et non, mais moi, en fait, donc j'ai suivi l'émergence de la finance décentralisée, même si j'étais au tout début. Finalement, je l'ai suivi un peu tard, avec un peu de retard, parce que j'ai eu une première expérience de la finance décentralisée sur Ethereum qui était catastrophique, hein. C'est-à-dire que c'était pendant l'été 2020, c'était au début, il y a eu une bulle justement de la défi, et donc j'ai voulu y participer comme tout le monde. Et franchement, en termes de complexité, de frais, c'était l'enfer. Tu vois, les YYFI, je sais plus, Mm. les YCRV, enfin, j'étais dans Yearn, j'y comprenais rien. Et moi, pour comprendre, j'ai besoin de toucher. C'est-à-dire que c'est comme ça, bon, je lis, j'écoute, ça va 5 minutes, mais à un moment donné, voilà. L'amour, ça s'apprend pas dans les livres, il faut le vivre. Les cryptos, c'est pareil, et la finance décentralisée, c'est pareil. Et donc, alors effectivement, j'aurais pu peut-être aller sur des testnets, mais moi, j'ai besoin d'action, tu vois. Et quand je suis allé mettre les doigts dans la finance décentralisée sur Ethereum, bon, ben, j'ai pas gagné de rendement, je me suis fait buter par les frais fixes, et mon expérience utilisateur a été dégueulasse. Et du Ouais. coup, mais intellectuellement, j'étais excité, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai que cette capacité, en fait, à une finance décentralisée d'émerger, moi, ça me plaisait beaucoup. C'était vraiment, tu vois, Bitcoin avait révolutionné la monnaie, on va dire. Et là, Ether se proposait de révolutionner la finance. C'est encore, je veux dire, c'est encore un truc énorme. Et en fait, c'est sur la BSC en début d'année que j'ai eu le ratio expérience utilisateur euh, Service rendu. et possibilité d'écosystème, tu vois, écosystème plus développé, parce que c'est une chose d'avoir, il fallait quand même qu'il y ait de la diversité et une expérience utilisateur qui était bonne. Ouais. Après, c'était le paradis des scams, c'était le paradis des Ponzi. Effectivement, la stratégie de la BSC était bête et méchante, à savoir, je veux dire, copier-coder. On plagie ce qui a été fait sur Ethereum, on le lance en quick et dirty. Mais bon, moi, en tant qu'utilisateur, ça m'a permis en fait de m'amuser, je veux dire, avec mon capital, d'y allouer des sommes je veux dire, beaucoup plus raisonnables parce que moi, ce que je reprochais à Ethereum, c'est que Ethereum, c'est la finance décentralisée, certes, mais pour les millionnaires. Donc, si tu n'es pas millionnaire, la finance décentralisée sur Ethereum, bon, elle va avoir un goût amer, tu vois. Ce que je veux Mm. dire, alors que, et c'est ce que proposait la BSC. Et à ce moment-là, dans le top 3 des cryptos, tu vois, Market Cap, le numéro 3, c'était Ripple. Bon, excusez-moi, mais je veux dire, donc tu avais la BSC qui était certes un peu dégueu, c'est-à-dire qu'ils avaient sacrifié, en fait, une grande partie de l'idéal de décentralisation qui est cher à tout le monde, je comprends, mais tu as plusieurs. Donc, je comprends cet idéal, c'est l'idéal de sécurité, tu vois. Mais après, il y a l'adoption quand même. Je veux dire, l'adoption, c'est-à-dire que si par ton idéal de sécurité, je veux dire, tu nuis complètement à l'adoption, tu vas te retrouver seul dans ton château fort, et c'est quand même un peu de la merde, tu vois. Et donc, Mm. du coup, la BSC, ils ont sacrifié pas mal l'idéal de décentralisation et donc de sécurité, mais pour offrir une expérience utilisateur qui était beaucoup plus agréable. Et moi, voilà, hein, la simplicité, en fait, Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de... l'accessibilité. Bon, aujourd'hui, il y a des alternatives qui sont supérieures, c'est-à-dire que il y a Ouais. Avalanche, il y a peut-être, tu vois, Polygon aussi, il y a quoi, tu peux jouer avec Solana. Enfin, je veux dire, t'as des écosystèmes alternatifs à Ethereum qui sont développés, qui offrent des frais plus bas, avec des compromis. Effectivement, il faut toujours savoir que tu as des compromis sur cet aspect centralisation, sécurité, tu vois, qui sont Mm. pas, c'est des choix qui sont techniques, qui sont différents de ceux d'Ethereum, qui en général, ils relâchent la bride un peu sur ça et ils vont proposer une expérience utilisateur différente. Moi, moi, je trouve ça super, tu vois. Et après, c'est peut-être Ethereum qui va gagner dans le long terme, tu vois. Ou peut-être pas, hein, on ne sait pas. Mais moi, ça m'est égal, en fait. De cette concurrence des Layer 1 et même des Layer 2, pour moi, ça va aboutir certainement à des meilleures solutions. Il y aura de la casse au passage, mais ça, c'est facile pour chacun de le gérer. En fait, comment tu gères le risque? Tu gères le risque par les montants que tu investis. C'est-à-dire que si c'est très risqué, tu investis peu, tu vois ce que je veux dire. Ou alors, tu es prêt à assumer un grand risque. Et en fait, une plus grande liberté suppose une plus grande responsabilité. Et, euh, et c'est tout. Mais moi, je trouve ça génial. Ouais. Et donc, je trouve que la BSC, par sa solution de Quick and Dirty, a quand même proposé des choses qui n'existaient pas. Donc, je trouve que c'est cool. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a des meilleures alternatives à la BSC, c'est-à-dire qui ont des compromis plus simples entre centralisation, sécurité, accessibilité, je veux dire, voilà, simplicité. Mais, euh, mais ça a rendu service pour moi à l'écosystème, tu vois. Et ça, Ok, bah clairement, clairement ça a rendu service à plein de gens un peu comme moi qui étaient un peu dégoûtés, comme toi du coup, qui étaient un peu dégoûtés par Ethereum en 2020, et qui ont réussi à utiliser la BSC de manière sereine et à perdre son argent de manière sereine sur Vénus, les hacks, et cetera. mais Mais, ouais, mais ça fait partie de la formation. Et ça dépend bah du montant que tu investis.
Oui, oui, bah, moi j'ai rien perdu, mais je trouvais ça marrant un peu, de ce qui s'est passé. Mais du coup, là, tu as parlé de toutes les alternatives qui existaient. Aujourd'hui, ces alternatives, il y en a beaucoup et je pense que c'est assez difficile pour un particulier qui n'est pas dans l'écosystème, de faire le tri entre ces alternatives-là pour son folio. Aujourd'hui, toi, est-ce que sur, ces alternatives-là, tu as des thèses, ou tu achètes tout? Comment ça se passe au niveau de ton folio en termes de pourcentage sur ces alternatives-là, donc Fantôme, Avalanche, Solana et cetera. Donc c'est une bonne question. C'est vrai que quand tu vas sur un exchange et que tu les regardes, elles brillent toutes, hein, les cryptos, donc tu as envie de toutes les collectionner. C'est comme les Pokémon, tu les veux tous. Mais effectivement, je pense que si tu fractionnes trop ton portfolio, tu atomises et tu arrives à des résultats inférieurs que si tu avais ciblé sur idéalement 5. Alors moi, j'y arrive jamais, tu vois. Je veux dire, j'aimerais n'avoir en folio que 5 cryptos, tu vois, Mmh. 10 maximum, et je me retrouve toujours avec 15, 20, 30 cryptos, tu vois. Et c'est l'enfer parce que ça demande une gestion beaucoup plus importante. Voilà, alors de temps en temps, tu as des belles surprises, mais qui sont compensées par les horreurs. Donc moi, dans les alternatives, alors déjà, je pense que Ether, c'est quand même un bet sûr. C'est-à-dire que, voilà, je suis fan d'Ether, donc Bitcoin, c'est mon premier amour, tu vois. Et donc, c'est la monnaie la plus pure. En fait, je veux dire, c'est la crypto la plus pure avec le meilleur schéma d'émission, la meilleure éthique. Voilà. Est-ce que c'est le Mmh. plus gros potentiel de upside? Bah, Question je de commence market à cap penser. aussi, hein. Ben, c'est le market cap le plus haut, donc pour moi, la proposition de valeur est bonne, hein, évidemment, de l'or numérique. C'est l'historique, c'est voilà, c'est la monnaie par laquelle, la crypto-monnaie par laquelle toutes les autres sont advenues. Donc, c'est pas bon, c'est quand même la référence. Mais je trouve que la proposition de valeur qui se réduit qu'à la monnaie, il y a le système de paiement, évidemment. Euh, mais moi, la finance décentralisée, j'aime ça, tu vois. Je me dis que le marché est peut-être plus grand. Donc Ether, franchement, elle, c'est la crypto-monnaie par laquelle la finance décentralisée est arrivée. Pour moi, le marché, il est énorme et elle est très, très loin de pouvoir répondre à la demande pour des problèmes de scalabilité notamment. Mais tu vois, ça reste un pari quand même intéressant pour moi. Donc moi, voilà, Ether, c'est pas ma plus grosse position, mais c'est une position intéressante. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Moi, je suis fan d'Avalanche, donc j'aime bien les Ah. compromis, voilà, entre le nouveau consensus, le fait que ce soit un DAG, qu'il y ait beaucoup de nœuds dans le réseau, l'écosystème, les capitaux se développent bien, la communauté est intéressante, donc moi, c'est un de mes paris. C'est pas le seul, c'est-à-dire que j'adore Cosmos. Donc Cosmos, D'accord. pareil, c'est la scalabilité horizontale. Dans les alternatives sur la scalabilité horizontale, on va dire que tu as Avalanche, Cosmos et certainement Polkadot, tu vois, sur lequel voilà, moi j'ai moins d'avis sur la question parce que je trouvais que le ratio en termes de market cap et de comment dire et de développement de l'écosystème était cher. En Mmh. fait, c'était cher. Mais donc les trois sur la scalabilité horizontale, je dirais c'est cela. Et ensuite, à la scalabilité verticale, donc ça c'est Solana. Solana, Ouais. c'est-à-dire qu'eux, ils font pas des blockchains parallèles, ils font toutes les. Alors, tu vois, c'est difficile de savoir si c'est une chimère, hein, tu vois, si ça pourrait être atteint ou pas. Donc, je trouve que c'est une solution intéressante. Ensuite, tu as quoi? Tu as NIR, que j'aime bien, Mmh. qui est sur la perspective de sharding, c'est-à-dire que voilà, ça c'est sur les layer 1. Il y en aurait d'autres. Hein, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ouais, bah, tu sais, tu peux, tu as dit, tu veux 5 cryptos, là, tu en as cité déjà 5, hein. Ouais, voilà, voilà. Voilà, moi Voilà. Donc, je suis assez partisan de pas trop diversifier, justement, on parlait un peu de Warren Buffett tout à l'heure, mais il a un concept dans un de ses bouquins qui est la diversification et en fait, ça veut dire, tu diversifies, mais en fait, tu empires ton folio, juste pour, diversifier comme ça, pour avoir plein de lignes, tu es content, mais à la fin, ça sert pas vraiment et encore plus dans le monde de crypto, si Bitcoin perd 10, il y a tout le monde qui perd, donc en fait, c'est de la fausse diversification. Heu, ouais, mais je mettrais pas dans ce cas-là, je mettrais pas, tu vois, je sortirais DOT. Donc, je garderais Atom, Avax, NIR, Solana et Ethereum, bien sûr. ouais, Ensuite, il y a Tonton Bitcoin. Bon, allez, ça c'est plus pour la beauté du geste, hein. Mais ça, tu vois, c'est sur les layer 1. ouais, Et après, malgré tout, il y a quand même les dApps, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que donc, tu as les coins d'infra et ensuite tu as les coins de service. Et dans les dApps,
tu en as quand même qui sont intéressantes. Tu vois, dans les propositions de valeur intéressantes, tu as les stablecoins. Tu vois, donc il dit, si tu veux une finance décentralisée, en fait, il te faut certains outils. Tu vois. Dans les outils qu'il te faut pour la finance décentralisée, bien sûr qu'il te faut l'infrastructure, c'est les routes, ça c'est Ethereum. Tu vois. Mais ensuite, il te faut quoi? Les Des voitures. stablecoins, proposition de marché de valeur qui est quand même incroyable. Tu vois. Dans les stablecoins à la mode, tu en as quand même deux. Je veux dire, tu as Frax et tu as l'UST. Mm. Et donc, tu peux aller jouer sur les tokens de gouvernance, si tu aimes bien jouer sur. Ou alors aller jouer sur le stablecoin et aller le farmer dans des fermes. Tu vois. Il te faut donc pour la finance centralisée un stablecoin. Ensuite, il te faut évidemment des places de marché. C'est-à-dire que c'est des AMM. Donc, dans les places de marché Rennes, t'as quoi? Je parle sur Ethereum, évidemment. Tu as Curve, qui est d'ailleurs cross-chain. Cross-chain, c'est Ouais. la place de marché de référence des stablecoins. Après, avec des problèmes d'inflation, c'est important, mais avec un système de lock-in qui est intéressant. Donc, Curve, c'est quand même une des références dans les AMM. AMM est je dirais, est une brique essentielle de la défi. Ensuite, tu peux jouer Je éventuellement sur les précise, alternatives AMM, c'est en gros échangeur décentralisé. place de marché décentralisée. Celle de Curve est spécialisée sur l'échange de stablecoin entre eux, donc ça serait le Forex décentralisé, Mm. avec une ouverture maintenant à des actifs non corrélés, mais bon, enfin, voilà. Ensuite, dans les autres places de marché spécialisées dans les cryptos, bah, tu as Uniswap. Uniswap, je suis moins fan parce que le token ne sert à rien. Je veux dire, Uni, il C'est ne ça la sert pas à difficulté avec grand-chose. les DApp, à mon avis. C'est Eh ben, sur on Curve, fait le la gaffe. CRV, il a une utilité énorme. Hein. Le Ouais, CRV, en mais je fait, dis c'est pas tout comme en fait, mais tu vois, le convexe, pour moi, c'est le max de l'utilisation. Enfin, les tokenomics sont incroyables. Et en dessous, tu as Uni et certaines autres trucs, je sais pas à quoi ça sert, tu vois? Et je me dis: «Pourquoi j'achèterais ça à part pour faire de la gouvernance?» Et du coup, il faut se poser ces questions-là, à mon avis, quand on regarde un peu les protocoles. ben, quand tu t'intéresses à un coin, il faut s'intéresser à ses tokenomics, ça c'est sûr. Et donc, voilà. Mais SushiSwap, par exemple, il a une historique et un management qui est dégueulasse. Ceci dit, ces tokenomics sont intéressants, tu vois. Et il a corrigé de dingue. Mais bon, ça, c'est pas du tout une recommandation, tu vois. Mais c'est une des briques OK. intéressantes. Donc, tu peux t'intéresser aux AMM, par exemple, s'intéresser aux AMM et essayer de voir les coins qui ont le plus de sens dans ce secteur-là. Pour moi, c'est quelque chose qui a du sens. Et c'était quoi la troisième brique aussi? C'est le lending. Le lending, c'est-à-dire que parce que ton capital, tu peux le swapper, donc ça c'est les places de marché, et ça c'est une des fonctions premières de la finance en fait, avant même d'être Mmh. finance décentralisée, c'est-à-dire que donc les stablecoins, c'est une alternative stable aux crypto-monnaies, c'est intéressant. Les AMM, donc les places de marché, c'est quelque chose de ça, et le lending, c'est-à-dire le prêt. Le prêt, c'est une des fonctions essentielles de la banque, tu vois. Et donc là, par exemple, évidemment, tu as AAV, en leader et tu dois avoir peut-être d'autres solutions et les surcouches de AAV peut-être Paladin, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui peuvent être intéressants à explorer. C'est-à-dire que pour moi, il y a un product market fit, un marché, il y a tout ça. Ensuite, est-ce que les tokenomics sur chaque solution ont du sens ou pas? Ça, c'est à chacun de se renseigner, tu vois. Et, OK. et donc, OK, bah, génial, on a cité un certain nombre de pistes pour les gens. Ah, c'est des pistes qui sont assez connues, mais c'est des pistes que les gens n'explorent pas forcément au début dans leur monde des cryptos. Donc déjà, il y a une certaine, direction que tu peux donner grâce à ça, donc merci à toi. Et à partir de là, moi quand j'ai fait l'interview avec Emi, j'étais assez impressionné par, la capacité de risque qu'il est prêt à encaisser, en termes de diversification, puisqu'il disait qu'il n'était pas du tout diversifié, dans le monde de la crypto. Enfin, il avait sa maison, mais sinon le reste, il avait tout son capital en crypto. Toi, comment ça se passe à ce niveau-là? Dans le sens où, vu que vous êtes, voilà, des OG de l'écosystème et que ça fait un moment que vous êtes là, vous avez, heu, très potentiellement, bah, des plus-values qui sont élevées. À partir de là, est-ce que tu, enchaînes une vraie diversification? D'autant plus que ton travail est lié à la crypto, donc s'il y a un vrai, bashing autour de la crypto, et bah, tu vas avoir des problèmes non seulement d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue, de ton travail. Donc à partir de là, toi, comment tu diversifies? Est-ce que tu diversifies ou est-ce que, tu es toujours, très, très, très exposé aux cryptos et voilà? moi, il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Tu sais, plus ça avance. Souvent, moi, j'avais posé une question à quelqu'un que j'interviewais et je lui disais, mais quelle est ta stratégie de sortie? Mais il dit, mais non, mais j'en ai pas de stratégie de sortie. Je veux dire, je suis pas là pour sortir. Et je me suis dit, mais en fait, c'est la seule réponse acceptable. Et donc, depuis ce jour, il n'y a pas de stratégie de sortie. C'est-à-dire que en fait, la stratégie de sortie, c'est une régression, tu vois. Donc, moi, je vois pas de solution, tu vois, meilleure que les cryptos. C'est-à-dire que philosophiquement parlant, économiquement parlant,
voilà, après, ça suppose effectivement des risques conséquents, mais non, non, moi, pour répondre à ta question, c'est crypto. Et voilà. Alors après, j'ai pas encore, enfin, je veux dire, de l'immobilier m'intéresse pas. Le marché action, ben, le marché action, en fait, si jamais il y avait des actions synthétiques sur des places de marché crypto, typiquement Mirror ou Synthetix, ça peut me parler, tu vois. Mais Ouais. sur une place de marché traditionnelle où je remplis 20 000 papiers, où on peut me saisir mes sous, je veux dire, où il y a une complexité délirante, je veux dire, le marché peut s'arrêter, tu vois, quand ça plaît pas, en fait, aux engences en l'état, GameStop, tu vois. Par exemple, bon, ben, il y a la horde sur Reddit qui décide d'acheter cette action, tu vois, et ils veulent la faire monter jusqu'au ciel, tu vois. Et ben, et ensuite, la cotation s'arrête du jour au lendemain, qu'est-ce que c'est ça? Donc, non, 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 non. Moi, c'est Ok, c'est- c'est ok, bah, crypto, très, très intéressant là-dessus. voilà, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, hein. Mais non, non, moi, Ok. voilà, puis même, en fait, je veux dire, quand tu utilises les cryptos, parce que tu vois, ce que je trouve avec les traders souvent, c'est qu'ils sont sur une place de marché centralisée, je veux dire, qui est pas très différente d'une banque, et Mm. ils regardent des courbes. Et c'est très bien, parce que je veux dire, ils essayent et eux, la principale question, en fait, c'est quand acheter, quand vendre, et pas quoi. Le quoi, ils s'en branlent, en fait. Je veux dire, mais ils essayent pas les cryptos souvent. Mais quand tu essayes les cryptos, il faut essayer les produits, tu vois. Je veux dire et que tu essayes par exemple des services financiers traditionnels, tu vois, la banque. Essaye de créer un compte dans une banque, un compte PayPal, même les néobanques, tu vois. Je veux dire, c'est infernal. C'est infernal. C'est comment dire, l'expérience utilisateur, tu es otage du système bancaire et financier traditionnel. Mm. Et alors qu'avec le système des cryptos, tu le choisis. Tu vois. Et il est à ton service, c'est-à-dire que tu es en pleine possession de ton argent. Bon, ben voilà. Je veux dire, moi, mon choix, il est fait. À un moment donné, je veux dire, j'ai pas envie de vivre en tant qu'otage, tu vois. Et donc, si ça suppose de prendre des risques supérieurs, eh bien, ainsi soit-il. Mais je pense que tu peux les gérer, tes risques, hein. C'est-à-dire, tu peux aller chercher des stablecoins si tu en as le besoin. Tu peux sécuriser de façon diverse tes crypto-monnaies. Ok. Voilà. Puis ouais. Donc, moi, là, je vois Donc, pas. Après, je dirais, s'il y avait peut-être d'autres secteurs, le secteur de la santé, tu vois, c'est intéressant. Mais, mais je trouve que même en crypto, là, il y a une offre qui arrive pour te diversifier au sein de ta ledger. Et ça, je trouve ça incroyable dans le sens où tous tes investissements sont on-chain et t'es diversifié. Du style bah, des actions, l'immobilier ah, tokenisé, voilà. les NFT. Et en fait, tout ça, c'est on-chain. Et t'es diversifié on-chain et t'as que ta ledger et tout est à toi, etc. Et là, c'est vraiment, on arrive sur un monde qui, moi, m'a. Quand j'ai vu l'immobilier tokenisé, comment ça fonctionnait, que tu pouvais mettre ça en collatéral sur AAV, donc emprunter sur de l'immobilier tokenisé, je me suis dit, ok, c'est incroyable. Ah, ça, je Je connais me pas suis encore. À quoi tu penses comme immobilier tokenisé? Je connais, ça, c'est intéressant, bah, tu je vois. pense à Realty, je sais pas si tu vois. Donc en fait, Ouais, Realty, c'est ouais, ouais, quoi? ok. Ils achètent des maisons et puis en gros, ils vont diviser cette maison en 10 000 et puis ils vont te vendre un token qui va représenter une partie de cette maison légalement. Et ça, c'est important. Et du coup, à partir de là, toi, tu vas recevoir des loyers en stablecoin directement on-chain. Et donc à partir de là, ce qu'ils sont en train de développer, c'est avec AAV, ils vont dire maintenant les tokens qu'on émet pour telle ou telle propriété vont pouvoir être mis en collatéral. Et donc en fait, le levier que tu pouvais pas faire avant, puisque tu investissais directement sur la maison, bah là, tu peux le faire sur AAV. Et du coup, là, c'est très, très intéressant, puisqu'en fait, tu peux faire de l'immobilier à levier. Et en fait, il y a très peu de risques de liquidation. Pourquoi? Parce que la valeur de l'immobilier, c'est pas les cryptos, quoi. Donc, ta valeur va être bien fixe. Et donc, tu peux emprunter beaucoup et avec un risque élevé, tu vois, sur AAV. Donc, là, je me suis dit, enfin, dans 5 ans, ça sera un truc de fou, quoi. Ce sera un truc de fou. Et Et sur tous les assets, j'espère. c'est intéressant, mais t'es aux prises En fait, disons que tu es à la merci des réglementations stupides. Et le législateur a tendance à pondre des réglementations stupides avec une régularité et un entrain à nul autre pareil. Et donc, moi, ça me fait un peu peur, tu vois, parce que ce que je veux dire, c'est que tu as tokenisé finalement ouais, quelque chose disons que le dernier garant, c'est le droit, en fait. Ce qui fait que ton token a de la valeur, c'est parce que normalement, juridiquement, tu es le détenteur d'une Voilà. action de SCPI ou quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, donc ouais, Ok, c'est mais c'est 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 un intéressant, peu mais c'est ça, mais c'est intéressant. c'est les balbutiements du truc, quoi. Donc c'est intéressant là-dessus. Et donc là, on a
un peu regardé un peu tout ton folio, ta stratégie, c'était intéressant. Maintenant, je vais poser la dernière question que je pose à peu près à tout le monde, qui diffère un peu de celle que vous posez dans le podcast sur le JDC, qui est, aujourd'hui, si, tu avais en face de toi, quelqu'un qui a, une vingtaine d'années, 5 000 en Porsche et 1 an pour passer full time crypto, qu'est-ce que tu lui dirais pour travailler dans l'écosystème, pour, heu, tu vois, bah, juste, passer full time crypto? Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est quoi les conseils que tu lui donnerais? Ah, j'ai une phrase que j'aime bien en ce moment, c'est qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Donc, en fait, c'est que derrière toutes ces technos, derrière, bon, t'as plusieurs choses, mais c'est-à-dire que ce sont bien des gens qui les construisent. Et donc, moi, Mmh. ça serait d'aller contacter les équipes, d'aller rencontrer les gens, en fait, et de voir lesquels avec qui tu as le plus d'affinité et travailler avec. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu fais de tes 5 000 $? Mais ça, c'est propre à chacun, hein. Je veux dire, il y a autant de façons de faire que d'êtres humains, hein. Ceux qui vont, tu sais, si tu as une aversion au risque qui est importante, tu les mets en stable, tu farmes. Mais pour moi, pour s'impliquer, en fait, pour comprendre les cryptos, il faut les essayer. Donc moi, quand j'ai commencé, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit partout. Bien sûr. Et je pense que ça, c'est une bonne démarche. C'est-à-dire qu'il faut essayer les produits. Alors après, avec 5 000 $, il y a des produits que tu vas pas pouvoir essayer. C'est-à-dire que par exemple, sur l'Ethereum, sur l'écosystème Ethereum, là, c'est pas pour toi. Tu vas te faire démonter. Je veux dire, à la fin, tu vas avoir moins de dollars et peut-être quelques shitcoins qui vont te coûter des frais. Mais tu peux essayer d'autres écosystèmes. Écosystèmes, je sais pas moi, Cosmos, Avalanche, tout ça. Donc déjà, en fait, essayer, mettre les mains dans le cambouis, hein, tu vois. C'est-à-dire rencontrer les gens. Il y a beaucoup de Discord, beaucoup de Twitter, beaucoup de communautés. En fait, c'est incroyable. Tu peux entrer en contact avec beaucoup de personnes extrêmement brillantes en finalement en quelques clics, quelques messages. Donc, essayez d'échanger. Essayer. En fait, si tu veux révolutionner cet écosystème-là, tu vas rien révolutionner du tout si tu le comprends pas, si tu le connais pas. Parce que je veux dire, à un moment donné, le propre des jeunes gens, c'est qu'ils sont enthousiastes et énergiques, tu vois. Mais il leur manque l'expérience. Donc, il faut acquérir une certaine expérience et voilà. Euh, OK. OK, bah, génial. OK, bah, génial. Bah, du coup, bah, sur ce, on va terminer cette interview. Je te remercie, d'être venu sur la chaîne et puis, pourquoi pas dans quelques mois pour un follow-up. mais c'était un plaisir, merci, Jabin. Attends, avant de partir, je t'invite à lâcher un like, un commentaire pour l'algorithme et aussi à t'abonner. Pourquoi pas pour mes beaux yeux et pour que je puisse faire plein de placements de produits dans le futur, mais plutôt pour que j'ai le volume nécessaire pour inviter de plus en plus de gens intéressants qui pourront venir partager leur portefeuille et se plier à l'exercice de partager leur stratégie de manière transparente avec vous. Donc si vous voulez voir de plus en plus de gens intéressants et en plus dites-moi les gens que vous voulez recevoir en commentaire, et ben il faut s'abonner, laisser un like et un commentaire. Plus de ça, si vous voulez utiliser ma stratégie à moi, la stratégie de la finance décentralisée et du farming qui me permet de générer des revenus passifs qui vont être colossaux en finance décentralisée, en crypto, alors je vous invite à aller dans la description où il y aura une formation complètement gratuite qui va vous expliquer comment je réalise ça au quotidien. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Maintenant je vous laisse liker, commenter, tout ça pour l'algorithme, ça fait plaisir, c'est cadeau. Sur ce, on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao.